Et donc, bienvenue à cette première table ronde du village des initiatives du Festival international du film écologique et social de Cannes. Donc, on est ravis tous de vous retrouver sur les allées de la liberté, comme chaque année. Et cette année, donc, un peu particularité pour ceux qui connaissent le FIFES, c'est donc le village qui ouvre le festival pour en parler au maximum de monde autour de vous et pour accueillir tout le monde à partir de mercredi à l'espace Miramar pour l'ensemble de la programmation et de la compétition internationale, de la section jeunesse, des films des territoires et de la matinée Impact 360 présentée par Sundari notamment. Donc, ce festival, c'est cette 6e édition sur la biodiversité cette année qui est à l'honneur. L'année dernière, on avait eu la chance de mettre à l'honneur l'eau. Cette année, c'est bien la biodiversité, préserver et restaurer la diversité. Diversité, comme on va le voir aujourd'hui, qu'elle soit de la faune, de la flore, mais aussi la diversité humaine au sein de ce territoire maralpin que nous habitons pour la plupart. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir avec nous Mélinée Sukiazan du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Mélinée, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Maxime de nous mettre, de nous accorder l'opportunité de parler du parc naturel régional aujourd'hui. Donc le parc naturel régional des Préalpes d'Azur est situé dans le département, entièrement dans le département des Alpes-Maritimes, est bordé d'un côté par le fleuve Var et de l'autre côté par le département du Var. Et on est situé au-dessus de Grasse, sur les communes qui montent jusqu'à à la vallée de l'Estéron. Voilà, pour vous situer un petit peu. Et donc moi, je suis chargée de mission biodiversité et milieu naturel au sein du parc naturel régional. Et on passe la parole à Monsieur Martial de l'association Aspas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Martial Lecomte, co-délégué pour l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages, plutôt sur Var Ouest, et Nathalie qui est derrière avec moi, qui est co-déléguée sur la partie Var Est. Donc, voilà. Et je passe la parole au suivant. Et à Vincent pour se présenter, pour ensuite revenir un peu dans le détail. Vincent Culéza, il ne se présente pas, naturaliste offensif depuis plus de 50 ans, retraité maintenant et virulent. Donc je parlerai de la vraie biodiversité et pas de celle qui peuple les belles images. Voilà. C'est celle-là qu'on veut au FIFES. Voilà. Non, mais pour commencer, Mélinée, peut-être vous pouvez nous présenter justement ce que le parc met aujourd'hui en place dans toute la thématique de préservation de la biodiversité et quelles actions vous menez depuis plusieurs années, peut-être quels sont les projets futurs du parc pour la préservation de la biodiversité. Alors, je vais essayer d'en présenter quelques-unes, quelques échantillons des missions que l'on a sur les thématiques du patrimoine naturel. Donc, une mission clé d'un parc naturel régional, c'est l'acquisition de connaissances sur les espèces et sur les milieux naturels du parc naturel régional. Par exemple, cette année, nous organisons un inventaire sur l'Isabelle de France, un papillon nocturne, dont la répartition est plutôt mal connue sur le territoire et dont on va préciser la répartition grâce au moyen d'un inventaire que l'on comporte avec des naturalistes. On a aussi un rôle important à jouer dans tout ce qui est politique d'aménagement du parc naturel régional. Donc on a un rôle important auprès des communes pour les conseiller sur des aménagements qui sont en faveur de la biodiversité. Donc pour cela, nous rendons des avis réglementaires quand il y a des projets d'aménagement sur le territoire du parc, quand il y a des manifestations sportives. On essaye de conseiller les organisateurs ou les porteurs de projets pour qu'ils puissent prendre en compte la thématique de la biodiversité dans leurs pratiques. Nous accompagnons également les agriculteurs dans des pratiques qui sont respectueuses de la biodiversité au moyen des mesures agro-environnementales et climatiques que nous animons donc à l'échelle du territoire du parc. Et nous faisons de la sensibilisation, de la formation des agriculteurs sur les sujets de biodiversité. Et donc en concertation avec eux, nous mettons en place par exemple de la fauche tardive pour favoriser certaines espèces de plantes comme la cératule à feuilles de chanvre d'eau qui est présente sur le territoire du parc et qui est une espèce menacée et vraiment remarquable. Donc voilà, nous animons également donc sur la thématique de l'eau. Nous animons un label Rivière sauvage qui récompense en fait les rivières qui ont une très forte naturalité et qui ont également un intérêt écologique important, notamment pour la préservation des ripisylves, donc les forêts qui sont en bordure de cours d'eau. Donc la rivière de l'Estéron
sur le territoire du parc, pour ceux qui connaissent, est labellisé. Et donc, le parc porte des actions et fait beaucoup de concertations avec les élus qui sont concernés pour préserver la naturalité de ce cours d'eau. Et puis, peut-être pour donner peut-être un dernier exemple avant de passer la parole, nous intervenons aussi sur tous les aspects de sensibilisation du public, notamment au travers de programmes scolaires que nous animons donc, sur la biodiversité dans les écoles. Et l'objectif de ces programmes scolaires est vraiment d'emmener les élèves directement dans la nature pour parler de la biodiversité. Et nous réalisons aussi des actions de sensibilisation directement sur le terrain, donc à la rencontre des usagers, pour leur parler des espèces, des habitats qui sont remarquables et de l'importance d'adapter ces pratiques pour les préserver. Merci Mélinée. Du coup, on va passer la parole à l'ASPAS, également à Martial, pour nous expliquer qu'est-ce que ASPAS, vous mettez en place tout au long de l'année dans vos actions plutôt associatives et citoyennes, mais qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année? Voilà, alors en fait, merci. Donc en fait, sur le Var, mais sur la France entière, bien évidemment, nous sommes présents dans beaucoup de départements en France. Nous agissons pour préserver donc la faune sauvage, d'où l'Association pour la protection des animaux sauvages. Et à ce titre, depuis 45 ans maintenant déjà, et à ce titre, nous mettons en place un certain nombre de structures pour préserver donc la biodiversité et les animaux, en mettant en place ce qu'on appelle des réserves de vie sauvage, comme la réserve du Vercors, par exemple, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc là se porte acquéreur d'un certain nombre de terrains, si vous voulez, d'endroits qui sont remarquables pour la biodiversité, et les interdisent à la chasse. Voilà, essentiellement, ces terrains sont interdits à la chasse, pour permettre donc à cette faune de vivre, tout simplement. L'ASPAS met également en place ce qu'on appelle des havres de vie sauvage, HVS. Là, c'est un tout petit peu différent. Le principe est le même. Ce sont des territoires, des terrains qui sont assez importants, dont les propriétaires restent propriétaires, mais qui sont interdits à la chasse pendant 99 ans. Voilà, donc c'est utile, quel que soit c'est-à-dire que le propriétaire vende sa propriété ou non, le terrain reste interdit à la chasse, ce qui permet aux animaux sauvages de vivre leur vie, tout simplement. Et puis également, très important, l'ASPAS aide les propriétaires à créer des refuges sur leur propriété. C'est-à-dire que vous, monsieur, madame, vous avez un jardin de 500 mètres carrés, par exemple, ou un terrain de 10 hectares, 50 hectares, peu importe. L'ASPAS, comme le fait la LPO par ailleurs, vous aide à créer donc ce qu'on appelle un refuge sur lequel, là aussi, la chasse sera interdite et qui va permettre aux animaux sauvages de vivre leur vie, tout simplement, et tous les animaux sauvages. L'ASPAS intervient également contre la classification ESOD, vous avez peut-être entendu parler. C'est le nom que l'on donne maintenant aux nuisibles. ESOD qui signifie espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Voilà, donc malheureusement, beaucoup d'animaux sont classés ESOD, le renard, le blaireau, le loup et plein d'autres, le sanglier, etc. Et ces animaux sont victimes de la chasse et des tirs létaux. Voilà. Donc sous des prétextes divers et variés. Et donc l'ASPAS se bat contre cette classification ESOD, notamment cette année, plus particulièrement pour la défense du renard et du loup, renard qui est victime, qui est détruit dans de grandes proportions, puisqu'on estime qu'il y a 600 000 renards qui sont exterminés tous les ans. Voilà, voilà quelques-unes des actions que nous mettons en place. Comme notre collègue, nous intervenons aussi dans les écoles communales, pour expliquer aux enfants quelle est la place du loup dans le système, quelle est la place du sanglier, quelle est la place du blaireau, et voilà. Et en dehors de cela, nous intervenons également quelquefois donc, sur des stands comme celui-là, sur des événements comme celui-là, pour expliquer un petit peu notre démarche. J'insiste une dernière petite chose. Nous battons également contre le déterrage du blaireau, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, qui est quelque chose qui est absolument inadmissible. On va déterrer les blaireaux pour les détruire, alors que le blaireau, comme le renard, comme le loup, a toute sa place dans la biodiversité et dans l'équilibre naturel. Voilà, grosso, les principales actions que nous mettons en place. J'espère que je n'en oublie pas trop. Bon, ok. Voilà,
Merci à tous. Merci beaucoup. Et du coup, entre les deux premières interventions, ça fait rebondir qu'on voit de plus en plus qu'il y a tout un chemin qui va vers la classification et peut-être reconnaître des espèces comme protégées. Ça va permettre ça. Et notamment, on aura jeudi, durant le FIFES, la présence de Marine Calmé qui, elle, essaye à échelle nationale et internationale d'inscrire les différents éléments de la nature dans le droit environnemental et donc d'arriver à faire classifier une rivière, une espèce, pour ensuite pouvoir mieux la protéger. Et donc ça permet peut-être de donner la place à Vincent qui, lui, justement, travaille depuis de nombreuses années, il va nous le dire, sur les espèces protégées. Mesdames, Messieurs, la diversité, c'est vous. Est-ce que tu sais que tu as eu 32 000 personnes avant toi qui te permettent de vivre aujourd'hui? Tu sais que ton patrimoine génétique est absolument important. Il ne faut pas le souiller avec des cochonneries, je ne dirai pas plus. Les Alpes-Maritimes, c'est 80% de la flore de toute la France dans un seul département. C'est une richesse. Ce n'est pas celle que l'on voit autour de nous, les yachts qui mouillent et tout le reste, ou qui ne mouillent pas d'ailleurs, enfin qui ne se baladent plus, qui restent attachés au port. Un anneau, ça s'appelle un anneau. 80% de la faune de toute la France dans le département, sans parler des espèces marines. Ça fait ce département le plus riche de France. Pas en argent, mais en faune et en flore, et en référentiel paysage géologique. Vous êtes dans le département le plus riche de France, qui s'en occupe le moins, sauf de la manière très publicitaire, très communicative, très politique. Et je n'ai jamais fait de politique, et on m'y accuse. Je suis le loup noir pour Escroze, pour Tiot, ils sont partis celui-là, et pour d'autres. Même pour votre mère. Alors, puisque nous sommes là, je vous dis quand même que j'ai commis, c'est comme ça que m'a dit le directeur général de l'Office national des forêts où j'ai travaillé, j'ai commis un ouvrage sur la flore protégée des Alpes-Maritimes en 1998. Tu n'étais pas encore né. Mais depuis que tu es né, j'ai fait celui sur la faune. Sans les oiseaux, parce que les oiseaux vont jusque-là. Il y a tellement de choses sur les oiseaux et on dit à peu près tout et n'importe quoi. La faune ornithologique se rétrécit à longueur de vue. Elle n'est replacée que par des animaux, bien sûr, que j'aime comme les autres, mais qui pullulent. Les pies, les corneilles. Je ne parlais pas des goélands, ceux-là, ils ne pullulent pas, ils ont retrouvé leur place. Parce que les goélands leur ont enlevé leur place en créant la décharge du Jas de Madame, où ils faisaient un vol tous les jours en mettant en danger l'aéroport de Nice, à la belle, par leur flux. Décharge, on allait dormir à Biot, sur la décharge, et ensuite on allait sur l'aéroport pour se reposer sur les pistes. Voilà. Ça, on ne vous l'a jamais écrit dans l'Is Menteur, jamais. Et ça a changé plein de fois de patron, ça a changé plein de fois de système. Ça n'a jamais été écrit. Pourtant, si vous le reprenez il y a 20, 30, 40 ans, vous verrez des tout petits entrefilets avec des photos qui ne défilent pas, mais qui devraient défiler, de la flore et de la faune du département. C'était une tentative avec des journalistes remarquables qui avaient pris leur courage à deux mains et qui faisaient tout simplement de l'information et non pas de la communication multimillionnaire. Donc, ça, c'est la biodiversité comme on la vit. Ensuite, tout ce qui est dit, je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est horrible, je l'ai fait depuis 40 ans. Et on veut le défaire politiquement. Et on l'a défait. Regardez, il n'y a même pas 10 ans, les Français étaient pratiquement contre le nucléaire. Du moins une grande majorité, 60%. Maintenant, ils sont 90% pour, grâce au détroit d'Ormuz et à 2-3 empereurs mondiaux. Je ne les citerai pas parce que je ne devrais pas avoir d'ennui. L'un s'appelle Trump, l'autre s'appelle le Chinois, le troisième s'appelle le Russe, et le quatrième, où est-il? Tout petit État. Voilà, il est où le quatrième? Il se cache en Israël. Mais attention, quand je dis ça, je suis forcément antisémite. Vincent, non mais reprenons quand même sur la biodiversité au pays Maralpin. Alors je reviens, attends, je reviens, ne t'affole pas, ne t'affole pas. Je ne vais pas vous sortir des chiffres à la noix. Dans ce livre, on a recensé 260 espèces végétales protégées dans les Alpes-Maritimes. 260. Première édition, 98. 2010, deuxième édition, revue et corrigée, c'est-à-dire réannotée. On a perdu entre 98, et ça c'était chiffre important, et 2010,
plus de 30 espèces qui ont disparu des Alpes-Maritimes, malgré leur protection et malgré le livre qui a été diffusé partout, chez les politiques comme dans les bibliothèques, ça n'a pas pris. Donc à cette réédition, on a mis les 260 espèces, en enlevant les 30 espèces. Et grand bonheur, parce que tout ne vient pas toujours tout seul, mais grâce à ce livre, on a trouvé 30 espèces nouvelles dans les Alpes-Maritimes qui n'avaient pas encore été trouvées. Donc au jour d'aujourd'hui, n'importe quel élu peut dire on a autant d'espèces protégées en 2026 qu'en 1998. Ce qui est juste et faux, puisque je viens de vous l'expliquer. 30 de perdus définitivement et 30 de retrouvés parce que non connus, non diagnostiqués, etc. En ce qui concerne la faune, la protection de la faune, c'est une magnifique biodiversité. Elle est tellement discrète que qui sait d'entre vous qu'il y a des escargots protégés terrestres qui vivent sur la Terre, protégés dans les Alpes-Maritimes. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a 12 espèces rarissimes, totalement endémiques, mais vraiment endémiques, pour certains, juste d'une caverne dans la vallée de la Roya, caverne qui a subi les foudres de ce fleuve qui a repris son cours normal. Il n'y a pas eu de catastrophe là-haut. Tous les fleuves ont repris leurs cours normaux. Roya, Bévéra, Vésubie, etc. Tous, les hautes eaux ont été reconquises une seule fois. Ça fait un brahoum terrible. Ils ne s'en remettent toujours pas. Hein. On les a oubliés. C'est il n'y a pas longtemps. Je ne citerai pas. Donc la biodiversité, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et pour laquelle on ne fait rien. Rien ou presque. Dans le sens où toutes les nouvelles espèces qui arrivent, elles sont très nombreuses, les exotiques. Dès que vous prenez une plante qui n'habite pas chez nous, elle n'a pas son cortège de prédateurs, elle n'a pas son cortège aussi de... Oui, passe plus vite comme ça, voilà. Comme ça, on peut au moins se prendre une référence. Mais les espèces végétales sauvages amènent toujours des prédateurs. Et quand elles sont nouvelles et exotiques, elles amènent des prédateurs exotiques qui n'ont pas leurs prédateurs. Donc regardez ce que sont devenus mon magnifique palmier. Une fortune, 5 000 € par palmier. C'est monstrueux. Vos impôts, mes impôts, 5 000 € par palmier. On les a toujours, les palmiers. Hein. Mais ce sont d'autres ou plantés en haute tige. Gros scandale dans la biodiversité, c'est planter des hautes tiges. Les hautes tiges, ce sont les merdes d'arbres que l'on voit là, particulièrement ces petits orangers là, poussent dans des grands pots. Mais mettez-vous à la place de ces arbres. L'arbre a besoin d'espace, en hauteur, en largeur et en profondeur. Ils n'ont pas tout ça. Il a besoin de l'eau qui tombe par la pluie, quitte à ce qu'elle soit sec des fois. Là, on les arrose tous les jours. Mais c'est terrible. Et ça donne des petits vieux comme moi, des petits vieux tordus. Vincent, mais merci en tout cas. Et on va continuer un petit peu le débat avec du coup, les autres intervenants. Non, mais à se dire, Vincent, tu parlais justement des pistes d'action, parce que qu'est-ce qui peut être fait de plus pour encore protéger la biodiversité? Qu'est-ce que le parc, du coup, justement, met en place, Mélinée, pour essayer d'augmenter la préservation et la protection de la biodiversité? Oui. Alors, comme j'ai introduit tout à l'heure le fait que le parc naturel régional rend des avis réglementaires quand il y a des aménagements, des manifestations sportives. Et par la sensibilisation des élus, je crois qu'il y a une porte d'entrée encore pour des actions qui sont favorables à la biodiversité et notamment à la biodiversité dans les territoires qui sont plus urbanisés. Donc nous, on croit vraiment en cela et c'est un combat du quotidien pour nous d'essayer de faire connaître cette biodiversité à un plus grand nombre, dont les personnes qui ont la possibilité de décider. Ensuite, nous croyons aussi que l'acquisition de connaissances est encore une bonne opportunité de mener des actions concrètes sur la biodiversité, notamment sur l'impact du changement climatique sur les espèces et sur les milieux. Donc le territoire du parc naturel régional des Préalpes d'Azur est particulièrement soumis à cette question-là, puisqu'on est sur un territoire de moyenne montagne, où on connaît encore mal les effets à venir du changement climatique sur les espèces. Et par l'acquisition de connaissances, on essaye d'anticiper, de trouver des solutions dans la gestion des milieux naturels. Donc c'est sur des actions comme celle-ci que nous essayons de miser pour l'avenir. Donc là, actuellement, nous portons par exemple une étude en lien avec d'autres parcs naturels régionaux. Donc par la coopération aussi, on arrive à obtenir des solutions intéressantes. Donc avec le parc naturel régional du Verdon et celui du Queyras, nous portons une étude sur l'évolution des milieux pastoraux sur le territoire du parc en lien avec le changement climatique.
pour essayer d'étudier des trajectoires possibles et donc d'adapter l'agriculture aussi à cette ressource fourragère qui va forcément évoluer et cette biodiversité qui va changer. Merci, mais c'est toujours très riche. Et du coup, au niveau de Aspas, qu'est-ce que vous disiez justement que vous permettez de protéger du coup des espaces, même chez les particuliers, même tout ça. Est-ce que vous arrivez aussi avec tout un protocole, un processus que les gens peuvent vraiment. Vous pouvez revenir sur ce point-là, de comment chaque personne peut s'approprier justement votre méthode de protection et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert à tous et facilement accessible et comment vous le mettez en place? Merci. Oui, alors effectivement, donc pour accéder à toutes ces informations, il vous suffit de vous connecter donc sur le site de l'ASPAS, bien évidemment, hein, qui est très présente également sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de réseaux sociaux. Et nous communiquons beaucoup voilà, sur la télévision, bien évidemment, hein, sur les chaînes de télévision, sur ces sujets-là. Et le plus simple, c'est encore effectivement de vous connecter, d'aller visiter notre site et de façon à nous. Et quand de on est un façon- particulier, imaginons Ouais. un particulier qui se dit qu'il veut protéger, comment, à part une fois qu'il s'est connecté, quel est le chemin ensuite qu'il attend Alors c'est pour très arriver simple. jusqu'à Ouais. protéger? Alors c'est très simple, par exemple, sur le moteur de recherche du site web, vous tapez donc création de refuge, Aspas, création de refuge Aspas, et là vous serez redirigé directement sur l'espace dédié qui vous explique la façon de procéder pour pouvoir faire en sorte que votre terrain soit classé en refuge donc, et protégé entre autres de la chasse, et pas seulement. Voilà. Si vous voulez passer nous voir au stand, nous vous remettrons quelques documents. Si vous voulez davantage d'informations, et notamment les liens vers le site en question pour comprendre la façon dont ça se passe. C'est très simple, hein, c'est très simple pour accéder à cet espace. Et franchement, encore une fois, quelle que soit la surface de votre terrain, vous pouvez très bien décider que votre terrain sera classé refuge et permettra donc à tous ces animaux sauvages de prospérer. Voilà. Merci. On va reprendre avec Vincent aussi qui peut nous parler d'autres mécanismes peut-être qu'il peut connaître également sur comment renforcer un corps toujours plus protégé, toujours plus préservé et comment chaque citoyen pourrait aussi se l'adapter à soi-même. Je dirais avec calme et bonheur cette fois-ci, toutes les lois existent, aucune n'est appliquée. Je dirais avec calme et bonheur, bravo José, bravo, etc., tous ces amis passés qui ont lutté de leur vie. Je dirais aussi bravo à celui qui sait faire beaucoup avec peu. Je dirais simplement que ça ne sert à rien de protéger un espace, surtout que ce ne sont pas des protections réglementaires. L'État a suffisamment de moyens de protection réglementaire, mais plus assez de personnel pour les mettre en place, puisque le Français ne veut plus payer d'impôts. Ça fait un moment que j'ai présidé le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a maintenant plus de 50 ans, le CEN-PACA maintenant, créé par fusion d'associations dans une région où tout va dans le sens inverse, le fractionnement. Ce bel outil nous a permis de gérer à un moment 55 000 hectares d'espace naturel en propriété, c'est-à-dire c'est différent. Quand vous êtes propriétaire, vous avez le droit de faire à peu près tout, puisque l'État ne va pas regarder de trop. Et vous allez faire des grandes bêtises aussi, vous allez enclore votre espace pour vous l'approprier. Et vous faites la première imbécilité biologique qui existe. Vous allez construire sur des terrasses qui ont été amassées par des siècles de travailleurs paysans et de travailleurs bergers. Et vous allez mettre une piscine au milieu qui va être un non-sens pour l'eau. Et vous devenez un bon propriétaire bobo bourgeois. Et vous ne voulez pas payer d'impôts parce qu'à ce moment-là, c'est normal, vous risquez d'en payer un peu plus. Donc tous ces trucs-là, moi, ça me dépasse depuis fort longtemps. Avec des amis très connus, non, je ne les citerai pas tous parce qu'on serait encore là demain matin. On a déjà fait le tour de la question et ça n'a porté à rien. Regardez où nous sommes. Le Parlement vient de détruire une loi avec un duplomb, pour ne pas dire un autre mot. Le nucléaire reprend de plus belle, alors qu'on a suffisamment d'énergie en France, on la vend à l'étranger. Avec le solaire et avec l'éolien et avec tout ça, on nous prend pour des cons. C'est clair comme message. Voilà. Bon, tout le village l'a entendu. Voilà. Si le village l'a entendu, même vous, monsieur, désolé. Voilà, il faut qu'on réagisse. Ce n'est pas de la fiction, c'est du désespoir de cause. Il faut rouvrir une réaction citoyenne, écologique profonde,
et pas éco-politique. Je me souviens de mon ami, je vais peut-être sur tes terres et en mal, mon ami Antoine Wechter, nous avions qu'est-ce qu'il avait comme parti, lui, j'en sais plus trop rien, le renard et la belette, il avait fait une thèse sur la belette, mais il avait dans l'idée, à l'époque en Alsace, de ne pas et de ne jamais faire de politique dans l'écologie. Pourquoi? Parce que regardez à quoi ça nous amène. La politique doit s'occuper d'écologie de manière fondamentale et existentielle. Et les associations, qui sont d'excellents poils à gratter, doivent gratter le politique de tous les côtés, partout où c'est possible, comme des puces qui grimpent à l'assaut d'un bon corps pour se nourrir de sang. Appliquons ce qui existe. Ne créons pas des structures millefeuilles qui se superposent où plus personne ne sait ce que fait l'autre, dans le même ordre d'idée. Vous, moi, d'autres. Non. Et demandons à l'État français, que j'écris maintenant, vous savez que l'État s'écrit toujours avec un grand E, comme le mot loi. J'écris plus l'État avec un grand E, avec un petit E. Loi avec un petit L. C'est fini. Il faut reprendre une conscience nationale, écologiste vraie, quitte à changer de formule et de mots, pour refaire quelque chose de neuf. Et c'est sur vous, les plus jeunes, qu'il faut compter. Nous, on vous donnera les idées, on vous aidera à les mettre en place, on vous donnera notre parcours de grands combattants. On en a pris sur la gueule. En ce qui me concerne, je le dis maintenant, ce sera clair, j'étais ingénieur à l'Office national des forêts. Mes collègues sont partis avec 1 000 € de retraite de plus que moi. J'ai été sabré, toujours le même niveau. Je regardais ma carrière, je me levais là. Oh putain, horizontal. Et là, une montagne. Merde, c'est un mirage. Voilà. Lutter dans la vie demande un courage. Et ce courage coûte. Si on a le courage que ça coûte, on est heureux. Et ma conscience est super tranquille. Je peux mourir là devant vous, ça m'emmerderait. Mais je peux mourir tranquille. On m'attend. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, je sais que le travail, quand je me retourne, je n'ai pas honte, je ne rougis pas dans mon miroir le matin. Et c'est ça le pire. Beaucoup voudraient que je rougisse. Je n'y arrive pas. Je suis heureux. Je me dis encore une belle journée. Mets-la à ton profit, mets-la au profit de la nature. J'en dirai pas plus. Merci Vincent. On continue sur justement ce que vous avez dit, la fiction autour de cet imaginaire que les gens peuvent mettre derrière cette préservation et toute la biodiversité qu'il faut arriver à garder, à préserver et à restaurer. Alors, au festival, bien sûr, il y a des films du monde entier qui traitent de ces thématiques-là et de ces visions et de ces solutions pour arriver à créer un nouvel imaginaire et un imaginaire collectif. Alors, je pose la question quand même au Parc naturel régional des Préalpes. Est-ce que vous avez des pistes justement de travail sur le long terme avec cette anticipation de récit, de travailler justement un nouveau récit pour le PNR, un nouveau récit pour les touristes qui y viennent et qui peuvent fouler les terres du PNR tous les week-ends et tous les jours? Oui, alors on travaille cette question de récit aussi avec les habitants, peut-être même en premier lieu avec les habitants. Donc je mentionnais tout à l'heure le fait que le parc naturel régional porte des programmes scolaires à destination des enfants. Donc ces programmes scolaires que nous portons sur différentes thématiques d'intervention du parc, la biodiversité en est une, mais on travaille aussi sur les questions de patrimoine bâti, d'agriculture, de pastoralisme. Donc ces différents programmes scolaires nous permettent d'aborder certains sujets d'un point de vue scientifique d'abord, mais aussi nous intégrons toujours une dimension artistique à l'intérieur de ces programmes scolaires. Donc il y a des intervenants qui viennent, ça peut être donc des personnes du domaine du cinéma ou du théâtre, ça peut être aussi des artistes plasticiens qui viennent faire des interventions en lien avec ce que les enfants ont appris sur les thématiques scientifiques et qui donc donnent cette double approche et qui permet aux enfants qui présentent ensuite aux parents lors d'une restitution les différents travaux qu'ils ont réalisés. Donc ça donne aussi ça dépasse un peu cet aspect scientifique qu'on peut avoir et cette approche un peu de sciences dures, carrées en écologie, et pour aller vers l'imaginaire. Et nous organisons aussi, notamment à destination du grand public, des balades en nature, notamment sur la thématique du monde de la nuit, de la biodiversité nocturne. Et très souvent, donc, il y a l'approche aussi du conte qui arrive donc, dans ces balades, qui est proposée. Donc c'est aussi par des différentes portes d'entrée qu'on essaye de toucher un plus grand monde sur les questions de biodiversité.
Toutes les informations, toutes les rencontres, elles sont sur le site, pareil, du Oui, PNR. sur le site internet du PNR, sur nos différents réseaux sociaux. Voilà, faut pas hésiter aussi à téléphoner si vous avez des questions. Euh, Sur la question qui avait été posée précédemment sur qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, on peut aussi répondre à vos questions sur le site internet en farfouillant un petit peu. On trouve des fiches techniques qui permettent aussi aux particuliers chez eux d'avoir des solutions pour accueillir la biodiversité, les chauves-souris par exemple, les oiseaux, voilà. Donc je pense que voilà, après le commun des associations ou des structures comme les parcs naturels régionaux, c'est qu'on est là aussi pour répondre aux questions des particuliers. Et voilà. Justement, à ce passe, peut-être, on peut demander aussi, vous, la question se tournerait peut-être, est-ce que vous avez fait des liens avec d'autres associations aussi, justement, quand vous embarquez dans la préservation d'une zone ou d'un terrain? Est-ce que vous intervenez avec d'autres associations qui vous aident et qui font un relais, ou alors que vous faites des projets avec eux? Oui, tout à fait, bien sûr. Nous intervenons notamment avec la LPO. Nous travaillons également avec des naturalistes et de la LPO qui nous aident dans nos actions. Parlez-nous peut-être un peu plus Euh, justement de ces recherches que vous faites avec la LPO, en quoi ils consistent exactement et Alors, avec la LPO, en fait, nous intervenons surtout sur des actions que nous faisons en partenariat. Lorsque nous organisons, par exemple, des ciné-débats, par exemple, hein, voilà, si on organise des ciné-débats, souvent nous demandons l'intervention donc d'un collègue de la LPO ou d'un naturaliste de la LPO qui vient nous épauler sur le plan scientifique. Voilà. Voilà. Euh, oui, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes après que vous mettez en place dans la construction d'un récit également? Est-ce que vous avez imaginé, c'est des pistes peut-être qui viendront à dire la préservation, que chacun peut s'en emparer avec le côté particulier? Est-ce que ça crée un récit derrière? Est-ce que vous avez mis en place justement ce processus de construction de récit autour de cette conservation? Oui, tout à fait, bien sûr, hein, la conservation de la biodiversité, c'est quand même le nerf de la guerre hein, de toutes ces associations, notamment de l'ASPAS. Voilà, nous intervenons à différents niveaux, et notamment ce que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est que nous intervenons énormément sur le plan juridique, avec des actions très nombreuses. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a quelque chose comme 45 000 actions juridiques qui ont été mises en place contre des atteintes à la biodiversité. Je pense notamment à une forêt ancienne près de chez nous, là dans le Var, qui a été récemment complètement sabotée. Voilà. Et donc là, dans ce cadre-là, si vous voulez, forcément, on fait appel à d'autres associations qui viennent nous épauler. Je pense en particulier aussi à l'ANB, par exemple. Hein. Voilà. Le PNR, avec lequel nous travaillons. Voilà. Euh, voilà, c'est un travail en fait militant qui concerne beaucoup d'associations et je crois qu'on est tous dans le même bateau et qui ont tout intérêt à. Mais justement. Sur la question de la construction d'un récit, je voulais aussi ajouter que c'est un processus qu'on engage aussi en ce moment, puisque nous sommes en révision de la charte du parc naturel régional. Et la charte, donc, c'est le document qui fixe les objectifs pour 15 ans du parc naturel régional. Et donc, on le construit avec les élus, donc des 48 communes qui composent notre parc, avec les intercommunalités, la région, le département, mais aussi avec les citoyens. Et donc, nous avons organisé, donc là, les années passées, sur 2 années, des rencontres avec les citoyens pour imaginer ce qu'ils voulaient aussi qu'on représente comme objectif et comme orientation dans la charte du parc naturel régional. Donc, c'est aussi par la concertation citoyenne, l'implication des citoyens dans les outils existants, hein, que ce soit le tissu associatif ou que ce soit les collectivités territoriales comme l'est le parc naturel régional, qu'on peut aussi porter une vision commune sur ces questions de biodiversité. Merci. Vincent, peut-être on va revenir aller une dernière fois parce qu'après l'heure tourne et on y est déjà pas loin. Sur justement ces mécanismes, je veux revenir encore là-dedans parce que c'est vrai que c'est quand même sur ça que porte votre exposition sur des espèces protégées. Est-ce que vous pouvez rappeler comment on arrive à protéger une espèce et à quoi ça sert finalement au niveau juridique et quels sont les mécanismes ensuite qui peuvent être utilisés pour protéger un endroit qui va être peut-être ravagé justement, déforesté, tout ça. Quels sont les mécanismes qui existent aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre plus de choses en place à votre avis pour que ce soit plus important?
Demandez aux élus du département comme ils m'apprécient et vous verrez le poids que peut avoir mon travail. Mutation d'office demandée à la première version du Limemento. Réunion avec le préfet, sortie de la salle de réunion. Des heures de gloire, des médailles. Regardez mon dos. Et des impacts. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire de ce côté-là. Il faut appliquer ce qui existe. Prendre toute information que l'on reçoit et on la transforme. On la passe par nous-mêmes. Si elle se vérifie par vous-même, vous la gardez comme bonne. Si elle n'est pas bien recoupée, elle est mauvaise, c'est une fuck. Et si elle a en plus une connotation politique, c'est le drame. Je dirais, vous avez parlé avant d'un sujet, pourquoi on protège la flore? Normalement, on n'a pas à protéger une flore particulière. Des gens ont fait de la ségrégation. Quand on dit cette flore-là, on doit la protéger et pas cette fleur-là. Pourquoi? Il y a des fleurs non protégées qui sont beaucoup plus rares que des fleurs protégées qui sont très courantes. Mais en général, 3 critères. Le premier, c'est l'endémisme, mais l'endémisme vrai, pas l'endémisme du parc national du Mercantour qui est dit qu'il y a 100 plantes endémiques dans le Mercantour. Non, pas du tout. 0, pas vrai. Mensonge, fuck, information. Il y en a 20. Mais ces 20-là sont primordiales. Elles sont d'intérêt mondial. Elles existent dans une vallée, dans un village, sur une certaine altitude, et elles ne réagiront pas à l'évolution climatique. Je suis le seul qui fait une conférence sur l'évolution climatique depuis 30 ans dans le département. L'évolution climatique actuelle, je ne dis pas les crises et tout ça, l'évolution climatique et son impact sur les milieux naturels, la flore et la faune. Parce qu'il n'y a rien sans d'abord un sol, des pierres, un sol, la flore, et ceux qui broutent la flore, c'est-à-dire qui? La faune, les animaux. Les animaux, on les met en haut parce qu'on est un animal. Mais les animaux sont tout en bas. C'est eux qui bouffent le plus pour garder le moins. Retenez bien cette formule. Les animaux, c'est ceux qui bouffent le plus pour garder le moins. La meilleure énergie, elle est donnée sur le temps long par les pierres qui se dégradent, qui vont donner grâce à ça la nourriture à la flore, qui elle-même va être mangée et est profitable aux autres animaux. Donc, devenez végétarien, végétalien, tout ce qu'on veut. Mangez simplement moins de viande. C'est un grand principe. C'est un point de respect. On peut aimer la viande, tout à fait. En manger moins, ce n'est pas un mal. Le poisson, il est pollué, on n'en mange plus. On n'achète pas du poisson des fermes parce que c'est pire, et ainsi de suite. Donc, on ne sait plus trop où se situer. Faites de votre vie un chemin de vie qui soit le vôtre. Choisissez ce que vous aimez et voulez faire et poursuivez avec cela contre vents et marées. J'ai 68 ans, je suis en presque parfaite santé et je n'ai pas la piqûre vaccinale qui m'a d'ailleurs empêché de très nombreuses conférences puisque je suis conférencier. Je donne une conférence par semaine. On m'a traité de tout. J'ai respecté les gens qui m'ont traité. Je suis parti et j'ai donc quitté. Maintenant, je n'ai plus qu'une conférence sur 2. Mais tant pis, et je les donne gracieusement. Reprenez avec nous cette histoire d'espèces protégées. Alors, que vous avez mis. Parce je me protège. C'est vraiment sur ça. Tu as raison. Les espèces protégées, premièrement, endémisme. Deuxièmement, utilisation humaine, donc cueillette, déplacement pour le jardin, prélèvement, etc., pour l'aromathérapie, pour tout ce qu'on veut. Prélèvement pour des usages humains. Deuxième critère. Troisième critère, alors c'est celui qu'on attend le moins. En face de nous, qu'est-ce qu'on a là, à 650 km? L'Afrique! Mon Dieu. L'Afrique est là aujourd'hui. L'Afrique est là en plus, mais on a l'Afrique. Et pourquoi est-ce qu'on protège des plantes d'Afrique dans les Alpes-Maritimes? D'abord parce qu'elles sont là depuis un bien long moment, mais parce qu'elles sont en limite de son aire de répartition nord au niveau mondial dans notre département. Vous comprenez le principe de protéger une station? Je vais prendre le palmier nain, ce petit palmier qui monte quand même à 6 mètres. Ce palmier nain, le doum, il y en a partout en Afrique du Nord, mais il n'y en a pas ici beaucoup. Et si jamais il devait disparaître là-bas par un prédateur pour une utilisation quelconque ou n'importe, on reprendra les palmiers d'ici, résistants, et on pourra les remettre là-bas en vrai. Parce que chez nous, on fait quoi? Prenez la vigne Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer, pardon. Cagnes-sur-Mer. Prenez la ville de Cagnes-sur-Mer. Allez voir ce qui a été fait au niveau nature. Allez voir comment on a transplanté des arbres, des arbustes. On a pris des trucs de bout de l'Espagne. On a pris des genêts à feuilles de lin qui arrivent donc du côté du Portugal.
Ce n'est pas de la flore endémique. Le patrimoine naturel de toutes ces espèces sont salis. Donc pour ces 3 raisons principales, je les répète, endémisme, vrai, usage humain et domestique, et 3e, limite d'aire de répartition, on a décidé, pas moi, avec d'autres très nombreux, de 260 plantes sur des listes nationales, régionales et départementales d'espèces qui nécessitaient une protection. Voilà pourquoi il y a la protection des espèces. Et il ne s'en rajoute pas pour l'instant. Les politiques voudront en retrancher beaucoup. Mais enfin, quand il y en a une, ça les embête quand même beaucoup aussi. Donc, le tout, c'est qu'elles ne doivent pas exister que par elles-mêmes. Pour moi, c'est le milieu qui compte. Protéger les ripisylves, ça, c'est une chose intéressante. Les forêts des bords de rivières et des fleuves. À Nice, on a fait tout et n'importe quoi, mais avec des vues aériennes, ça ne se voit pas. On a réussi à contenir le fleuve Var, on a réussi à refaire des méandres et des tresses sur le fleuve Var, ok, mais on a quand même chamboulé tout le lit du Var. 15 à 20 millions de mètres cubes ont été ramassés, retournés, cassés pour être le Var d'aujourd'hui. Bon. Et au bout, il y a Cap 5000 avec un énorme truc de consommation. Et M. Louis Nègre a fait à Cagnes-sur-Mer le Cap 7000. Comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus. Polygone. Polygone, qui ne marche plus. Qui ne marche plus comme il devrait. Il ne devait pas y avoir de restauration, il ne devait pas y avoir d'habits pas chers. Il n'y a que de la restauration et de l'habit pas cher. Si ce n'est pas là, nous prendre pour des cons. Il est tombé nègre. Hein. Bon, mais voilà. Hein. Pardon? Le karaoké, oui. On peut gagner. Non. Le tout, c'est qu'il faut rester sain dans sa tête. Et on est de moins en moins sain. Je parle S-A-I-N-T. La santé. Hein. Il ne faut pas se laisser embobiner. Il faut tenir ces choses. Il faut faire en petit ce que l'on voudrait que les autres fassent en grand. Mais il ne faut pas laisser faire n'importe quoi. Actuellement, il se fait toutes les minutes politiques qui passent en France, n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on attende presque encore 1 an avant qu'on en change. Parce qu'on va en changer, il ne restera pas normalement. Mais c'est terrible, Vincent, 1 an sans rien faire. Merci J'ai toujours avec la Vincent, politique. on fait ça. J'ai commencé avec la Ça, politique. on verra Et je aussi vous invite. Attends. Mais- Je vous invite à venir voir mes spectacles poétiques. Là, vous en allez voir plein les oreilles parce que c'est très doux, c'est très beau. Vous n'allez pas reconnaître la personne. Voilà. Ou mes conférences, c'est toujours gratuit. Mais je n'ai pas de site. Je suis vierge. Eh bien, Vincent, il faudra aller chercher sur quand même des infos. Alors, avant de terminer cette table ronde, on a peut-être quelques questions du public qui aimerait peut-être poser des questions à nos 3 intervenants de cette première table ronde. Et peut-être on vous donnera un petit mot quand même à chacun des intervenants pour vous répondre. Donc, s'il y en a qui ont des questions, c'est avec plaisir. Madame, alors on va passer. Alors, Oui, je demandais sur le parc régional, les chasseurs peuvent entrer, il n'y a pas d'interdiction de chasse. le territoire du parc naturel régional, ça couvre 48 communes, enfin pour le parc me concernant. Et effectivement, c'est un statut réglementaire qui permet des usages. En fait, les parcs naturels régionaux sont des territoires habités, donc on n'interdit pas des usages. Après, sur les territoires des parcs naturels régionaux, il peut y avoir des secteurs qui sont protégés à d'autres titres. Mais ce n'est pas parce qu'on est en parc naturel régional qu'on ne peut pas chasser. Voilà. D'autres questions? Non, pardon. Ok, je vous passe le micro. Je souhaitais juste amener une précision sur ce côté protection et chasse. La seule protection en France qui est valable, c'est la réserve naturelle nationale. Elle est cadrée, elle est stricte, etc. Là, on ne chasse pas, on ne fait rien. Toutes les autres, c'est pipi caca. Ça se pèse en fonction des... Voilà. Ça fait bon, il évolue. Je peux la passer, peut-être c'est ça. Les réserves naturelles, manière générale. Après, c'est sûr que la propriété foncière permet de mettre en place des interdictions. Il y a d'autres outils qui existaient, les réserves en font partie. Mais en tout cas, les PNR, les parcs naturels régionaux, sont vraiment ce qu'on appelle des aires protégées. Hein. Il y en a d'autres types. Et c'est des territoires habités sur lesquels les activités sont possibles, la chasse, la pêche, l'agriculture, les balades, les randonnées. Voilà. Oui, la protection n'est pas... Pardon. Oui, donc c'est pour l'ASPAS. C'est ça qu'on dit. Est-ce que c'est possible aussi de faire des zones protégées en ville, dans ces jardins en ville, ou c'est pas possible?
Alors, c'est tout à fait possible de le faire, hein, si vous avez un jardin en ville, bien évidemment. Alors, évidemment, en ville, a priori, vous ne devriez pas avoir de chasseurs dans votre jardin, a priori. Quoique, on l'a déjà vu, Mais bon, restons plausibles. En revanche, vous pouvez très bien le faire, tout simplement, par conviction, ne serait-ce que pour faire passer un message, pour que les gens, en passant dans votre jardin, sachent que, ah oui, tiens, il existe des refuges, des endroits où la chasse est interdite. Et peut-être que ça parlera à votre voisin, dont les parents ou les amis ont un terrain à la campagne et qui sont dans cette idée de préserver la faune, hein, la faune sauvage. Donc voilà, effectivement, nous avons beaucoup d'adhérents, un certain nombre d'adhérents qui ont des jardins, des petits jardins, sur lesquels le panneau refuge est affiché, interdiction de chasse est affiché, pour des raisons, tout simplement, encore une fois, de conviction personnelle. Et du coup, tout à l'heure, vous disiez donc ça protège de la chasse, mais aussi d'autres choses. C'est quoi les C'est qu'en fait, à partir du moment où vous classez votre jardin, votre propriété en refuge, ça protège non seulement de la chasse, mais également, quelque part, vous vous engagez à respecter la biodiversité et à ne pas faire n'importe quoi. Hein, voilà. Laisser, par exemple, de l'espace pour laisser passer les hérissons sous les clôtures, par exemple, hein, et autres mesures qui peuvent permettre justement de protéger la biodiversité. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Une toute petite précision par rapport à ça. Je voudrais quand même signaler que ce type de mesure, donc, si vous décidez un jour donc, de faire classer votre propriété ou votre jardin en refuge, ça vous coûtera 20 € par an. Voilà, hein, donc c'est pas une question d'argent, c'est quelque chose qui fait tout à fait accessible à tout le monde. Alors, et n'oubliez pas, mademoiselle, je ne sais plus si on a le droit de le dire, c'est pour ça que j'ai hésité. N'oubliez pas, madame, que ce n'est pas le fait de protéger autour ou d'ouvrir le grillage pour laisser passer le hérisson. C'est le fait de ce que tu vas cultiver et les intrants que tu vas mettre pour cultiver et la chimie que tu vas mettre pour cultiver et le chat que tu as chez toi et qui chasse pas seulement les souris, même plus les souris, les oiseaux et ainsi de suite. Je ne suis pas très d'accord au niveau législatif. Hein, tout ça, ça tient un jardin privé. On peut en faire ce qu'on veut, mais ce n'est pas parce qu'on met un label. C'est un label, mais ça n'a pas d'impact très fort. Voilà. Si c'est un petit jardin. Oui, je sais. Lorsque l'on parle de refuge à espace, ça peut être Lorsque l'on parle de refuge à espace, soyons clairs, ça peut être un refuge LPO ou autre refuge. Vous pouvez très bien, en tant que propriétaire, faire déclarer, en respectant une procédure, que votre terrain est interdit à la chasse. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'ASPAS pour le faire. Simplement, l'ASPAS, comme la LPO, va effectuer les procédures administratives à votre place. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est la loi qui le permet. Et encore une fois, si je peux me permettre, quelle que soit la surface du terrain. Voilà. Alors, j'avais une question peut-être pour le PNR. C'est maintenant qu'on sait qu'il y a de plus en plus de sécheresse et de plus en plus d'inondations, d'événements climatiques extrêmes, donc des sols qui sont imperméables à cause de la sécheresse. Le cycle de l'eau est transformé aussi. Il y a peut-être de moins en moins d'eau, parce que de moins en moins de retenue d'eau dans les montagnes. Est-ce qu'il y a des programmes, est-ce qu'il y a des idées, surtout, je pense à des idées peut-être anciennes, pour remettre au goût du jour et justement permettre à l'eau d'être mieux utilisée partout dans le parc? Oui. Alors, à l'échelle du parc, il y a beaucoup d'initiatives sur ces questions de l'eau, notamment des questions qui émergent sur l'hydrologie régénérative. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui consiste à en fait essayer par des procédés on va dire de modification des terrains, de retenir l'eau là où elle tombe. Parce que c'est vrai que le territoire sur lequel moi je travaille, c'est un territoire qui est karstique, comme une bonne partie du département. L'eau va tout de suite en profondeur, il reste très peu dans les sols, donc c'est des sols qui sont difficiles à travailler au niveau agricole. Et du coup, il y a des initiatives qui voient le jour de la part d'associations, de la part de groupements agricoles,
sur cette question d'hydrologie régénérative et en construisant, alors je ne veux pas rentrer trop dans les termes techniques, mais en essayant de retenir l'eau sur certains secteurs par le moyen de talwegs ou de fascines. Voilà, il y a des expérimentations qui sont en cours sur un territoire à Salagriffon, par exemple, pour ceux qui connaissent dans le parc. Et donc, en fait, c'est un sujet qui est vraiment émergent. Il y a beaucoup de coopération sur ce sujet-là à l'échelle du département au niveau agricole. Et puis, le SMIAG Maralpin travaille aussi sur ce sujet. Et en tout cas, le parc, nous, on accompagne, dès lors qu'il y a un projet et qu'on nous sollicite, on accompagne les porteurs de projets pour essayer que les solutions qui soient mises prennent aussi en compte les enjeux environnementaux en présence. Notamment dans tout ce qui est construction de retenues d'eau pour l'agriculture, essayer de la calibrer au mieux avec les besoins agricoles, mais aussi en respectant ce que le milieu naturel peut lui supporter. Voilà. Juste, j'avais entendu un scientifique parler de méga-bassines 100% naturelles, c'est-à-dire pas du tout zéro plastique, mais juste, je ne sais pas si c'est un terme que vous avez entendu. Moi, j'ai pas la réponse à cette question sur les méga-bassines, je ne connais pas la technique. Sans plastique, hein, pas du tout le côté péjoratif de ce qu'on... Il y a confusion, il y a des mots qui sortent comme ça, des nouveaux mots. Oui, c'est nouveau. Ouais. Une mare forestière, c'est un creux avec une couche d'argile naturelle et c'est tout. C'est ça la mare forestière. Pas besoin de plastique. Ces méga-bassines, c'est de la connerie. Agricole. Agricole. J'ai fait un lycée agricole. Agricole. Pas naturaliste du tout. On aurait simplement aménagé ces espaces sur des terrains un peu plus grands, malheureusement, et mis de l'argile bien tassée en fond, et on avait nos bassines. Mais, elles ne tenaient pas forcément l'eau toute l'année. Elle était approvisionnée par les eaux dites telluriques, celles de la pluie, mais comme elle n'est pas régulière ou qu'elle est des fois trop ample, elle aurait fait des moments de bassines sèches et des moments de bassines débordantes. Voilà, c'est le problème des mares forestières. Sauf que dans une forêt, une mare forestière faite comme ça, c'est pas grave si elle déborde, c'est pas grave si elle s'assèche, parce que lorsqu'elle s'assèche, les amphibiens, grenouilles, tritons, tous ces trucs-là, vont aller sécher dans l'argile et se maintenir en état de diapause, ils vont se reposer en plein été. Nous, on s'agite comme des bêtes en plein été. C'est le moment où il faudrait siester toute la journée et vivre toute la nuit. Je ne sais pas s'il y a des Espagnols dans la salle, mais c'est eux qui comprennent le mieux. Viva Espagne. Bon, ça n'a rien à voir. Mais il faut qu'on change nos moyens de vie. Debout, 5 heures du matin, 11 heures, fini. On ne bouge plus. Retour, 16, 17 heures. Voilà. Et on fait la fête la nuit. La nuit. On met la musique pour les voisins qui sont au-dessus, en dessous, peu importe. Non. On va changer de vie et c'est ça qui va être beau. On va aller là, ce qu'on vit, c'est rien. On va changer de vie, ça va être magnifique. Dans toutes les rues, vous aurez une inondation là, qui vous aspergera, un brumisateur, vous pissera dessus, vous pissera par au-dessus, etc. Et on croit que c'est du progrès. Non, c'est de la récession. Il faut qu'on s'habitue à ça. Mais en ce qui concerne l'eau, c'est un gravissime problème. Merci, Ma collègue a parlé... On n'a pas beaucoup de temps là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, merci en tout cas, c'était super très intéressant, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Et justement ma question, moi j'habite à Vence, et ma question c'était le fait que moi par exemple hier soir j'ai vu une luciole, et ça me semble vraiment problématique le fait qu'on en voit très peu. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé le fait que à Vence par exemple, à 23h, il y a des extinctions de feu je veux dire de lumière, et je trouve qu'en fait ça devrait être partout comme ça. Et je trouve qu'on ne protège pas assez les insectes de nuit. Naturaliste, c'est un métier qu'on acquiert quand on est à la fin de sa vie. Tout le reste, c'est le pipi. À l'école, pas du tout. C'est sur le terrain. Les lucioles, c'est comme les processionnaires du pain. C'est cyclique. Il y a des années où il y en a, il y a des années où il n'y en a pas. Il y a des années où ça leur permet de venir et d'autres pas. Ensuite, c'est pour ça qu'il y a des pullulations, entre guillemets, pullulations. On en voit des fois, puis 2-3 ans, on n'en voit plus. Même chose pour les cigales. Les cigales, elles vivent 5 à 6 ans sous terre. Elles sortent qu'en fonction de l'humidité que le sol a acquis pour pouvoir sortir de leur larve, pour sortir du sol, voler, grimper sur l'arbre pour chanter. Donc c'est cyclique. Et sur une vie, on a droit à 5-6 cycles sur 30 ans. Donc on ne se rappelle jamais des cycles qu'il y a avant. Et c'est pour ça qu'on parle de pullulation. Les espèces suivent des cycles.
C'est pour ça qu'il n'y a pas des fois de lucioles. Ce n'est pas forcément lié au terrain. Ce sont des larves qui ne sortent que de temps en temps, mais il faut que le sol soit humide. Et pour qu'un sol soit humide, il ne faut pas qu'il pleuve beaucoup, il faut qu'il pleuve une première fois et une deuxième fois un peu fortement. Et surtout après, et ça c'est une nouveauté qu'on vit, qu'il n'y ait pas le moindre vent. Le vent assèche de 2/3 la pluie de la veille et de 3/4 la pluie de la semaine. Donc dès qu'on a du vent après la pluie, ça ne sert à plus rien, la pluie. Et juste si je peux rebondir, parce que la question était posée sur les lucioles, donc je voulais parler un petit peu de pollution lumineuse. Donc c'est une thématique sur laquelle le parc travaille, puisque le territoire du parc est labellisé réserve internationale de ciel étoilé. C'est le cas aussi pour le parc du Mercantour et une partie de la communauté de communes Alpes d'Azur. Et donc, tous les trois, nous travaillons ensemble sur la réduction de la pollution lumineuse. Donc, on fait des diagnostics écologiques pour inventorier les espèces, par exemple les lucioles, mais aussi beaucoup les chauves-souris, les papillons de nuit, pour connaître l'état de cette biodiversité. Et après, on fait de la sensibilisation auprès des élus et on essaye de mettre en place de l'éclairage public. Et donc là, il y a plusieurs communes du parc qui sont concernées par ce dispositif depuis plusieurs années, et on est en train de suivre justement, de faire le comparatif de la biodiversité, de comment se comporte la biodiversité maintenant qu'il y a de l'éclairage public. Alors c'est principalement en été qu'on fait la réduction d'éclairage public, mais voilà, donc on travaille sur cette thématique également. Merci beaucoup. Ben voilà, je ne sais pas s'il reste encore une ou deux envies du public, mais en tout cas, on va tous vous remercier pour cette première table ronde de la journée qui a lancé donc le festival. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un petit mot encore à dire, peut-être des prochaines actus que les gens peuvent retrouver. Ah, il y a une dernière question quand même qui arrive de Nathan. Attends, alors on arrive. On a encore un peu le temps, mais après, ce sera l'heure des actus. Merci, désolé, j'attendais le bon moment. Merci à tous déjà et toutes pour ces interventions. Je voulais m'adresser à la personne du PNR pour appuyer un peu sur un sujet d'actualité. Je ne sais pas si vous êtes au courant ici, mais il y a une lutte depuis quelques temps dans le moyen et haut pays sur des centrales photovoltaïques qui sont en train de naître. Et donc, notamment, on a découvert une 50aine de projets qui devraient arriver dans les prochaines années sur des zones qui sont notamment sur le secteur du PNR et qui vont menacer les forêts et la biodiversité de ce secteur-là. Et donc, je voulais poser la question de savoir comment le PNR se positionnait et qu'est-ce qui pouvait être fait, parce que c'est quand même, quand on creuse un petit peu l'ampleur de ces projets-là, c'est vraiment dévastateur. Et donc, on se dit à quoi sert un PNR si jamais ces projets-là peuvent aboutir quand même. Donc, il y a un collectif de citoyens qui s'est monté, qui s'appelle l'APCV et qui lutte notamment en ce moment, qui fait des recours, qui se fédère et qui essaye de mettre fin à ces projets. Mais il y en a qui sont déjà sur pied, il y en a qui sont en cours, et il y en a qui ont été arrêtés. Mais voilà, du coup, je voulais alerter et puis avoir un retour là-dessus. Merci. Oui, c'est une thématique dont on a évidemment, sur laquelle on travaille évidemment avec les élus. Donc j'expliquais tout à l'heure que le parc rend des avis réglementaires pour tous les projets d'aménagement qui ont un impact sur la biodiversité, sur le cadre de vie, sur différents aspects. Donc l'équipe technique du parc rend systématiquement un avis sur les atteintes environnementales qu'il peut y avoir. Donc on parlait tout à l'heure des espèces protégées, c'est évidemment des choses qu'on va regarder au niveau cartographique. On va faire des préconisations. Et ensuite, ces préconisations, on les transmet aux élus. Et la vision, finalement, l'avis qui est rendu in fine, il prend en compte la dimension politique, évidemment. Donc, c'est là un peu la limite. Et puis, on le disait tout à l'heure, un parc naturel régional est un territoire habité sur lequel les activités sont possibles. Donc, il n'interdit pas de fait les panneaux photovoltaïques. Après, on essaye d'avoir une stratégie territoriale à l'échelle des 48 communes du parc. C'est sûr que ce n'est pas un sujet qui est évident, qui est difficile même au niveau technique, parce que les avis que l'on peut rendre en tant que parc naturel régional ne sont pas non plus forcément suivis après au niveau préfectoral, et la décision, elle n'appartient pas qu'à un parc naturel régional. Donc j'entends aussi ce qui est dit... et je comprends qu'il y ait des associations citoyennes, et heureusement qu'il y en a aussi
pour répondre aux enquêtes publiques et pour relever aussi certains manquements qu'il pourrait y avoir. Je parlais tout à l'heure des actions de connaissance. Il est sûr aussi que sur ces secteurs dont vous parlez, la connaissance ne nous permet pas forcément de statuer sur les impacts sur la biodiversité, et c'est aux porteurs de projets normalement de répondre à cette demande. Et c'est aux instances c'est à l'État aussi de faire la part des choses et de dire aux porteurs de projets qu'il y a des manquements. En tout cas, nous, on les relève au niveau technique, mais effectivement, le parc, c'est aussi le politique, puisque c'est la fonction publique. Donc, on travaille pour les élus, et la vision politique, in fine, revient aux élus. Merci. Il y a d'autres questions ou... Écoutez, du coup, merci beaucoup. Peut-être donc un dernier mot pour dire c'est les prochaines actions peut-être du parc, on peut vous retrouver, les prochaines actions de Vincent et prochaines actions de l'ASPAS dans les semaines à venir. Oui, alors comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez, je vous invite à regarder notre site internet. À venir, il y a plusieurs sorties nature. Il y a des sorties pour apprendre à restaurer les murets en pierre sèche. Donc vous pouvez vous inscrire à ce type d'animation. Hier, il y avait donc la nuit des musées. Donc on faisait aussi une intervention sur la commune de Tourette-sur-Loup. Voilà, donc je vous invite à suivre nos actualités sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Voilà, donc je ne peux pas prendre trop de temps. Et je vous remercie à tous pour votre écoute. Merci. Merci bien. Oui, merci pour votre écoute. Oui, donc nous organisons donc un ciné-débat la semaine prochaine, vendredi. C'est vendredi, Nathalie, c'est bien cela? Vendredi prochain à Saint-Cyr-sur-Mer, avec la projection d'un film qui s'appelle Animus Femina, qui est un film dont certains d'entre vous ont connaissance, j'imagine. Voilà. Et puis d'autres ciné-débats sont en cours de préparation. Je vous invite à nous rejoindre donc sur notre groupe WhatsApp, par exemple, pour en prendre connaissance, avec tout un tas d'actions qui sont programmées déjà, et, notamment dans les écoles communales du Var, et sur la connaissance du loup, du blaireau, etc. Et pour l'essentiel, voilà, pour l'instant, ce que nous avons programmé sur le Var dans les semaines et les mois qui viennent, un programme qui est en cours Et on peut retrouver le stand d'ASPAS juste derrière pour ceux qui sont intéressés d'aller plus loin. Le mot de la fin pour Vincent, avec un petit message adressé à tout le monde. Amen, ainsi soit-il. Non, simplement rendez-vous le 27 à l'espace Miramar, où je présente quelques photographies de nature dans le cadre du FIFES. Et puis sur le terrain, c'est là que vous me verrez le plus souvent. Je suis toujours tout seul, je ne me montre pas. Ceux qui me trouvent auront le bonheur de me parler. Et puis dans les conférences pour lesquelles je ne fais pas de publicité, elles sont toujours gracieuses, mais il faut se tenir au courant du bouche à oreille, éventuellement de vos propres recherches. Voilà, je n'ai pas de site, j'ai rien, donc je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir supporté, pas forcément écouté, puisque des fois je gueule, mais je gueule avec plaisir. Après 50 ans de vie investie, dont j'espère que chacun d'entre vous sait déjà où va s'investir autant, ça pourra peut-être porter ses fruits. Donc pour moi, l'espoir est vraiment là. C'est comme un essai, j'ai beaucoup fait de rugby, c'est normal vu la carrure. C'est quand il passe entre les deux poteaux que l'essai est transformé. Avant, c'est rien. À bientôt. Merci beaucoup, merci Méliné, merci Martial et merci Vincent. On se retrouve à 15h pour l'atelier de la vannerie. Il faut aller s'inscrire pour l'atelier de la vannerie qui se passe donc d'ici quelques minutes